Bonjour. Bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, donc là, je reviens avec un petit descriptif d'un livre que j'ai beaucoup aimé et qui reste pour moi un ouvrage à avoir et à pouvoir s'y plonger dedans, à lire, à relire, parce que c'est pas si facile à retenir toutes les choses qu'il y a dedans. Ça s'appelle Notre existence a-t-elle un sens de John Stone. Une enquête scientifique et philosophique. Je vais vous en faire un petit débriefing. Bon, j'ai mis du temps à, à pouvoir faire un résumé qui ne soit pas exhaustif et il y avait tellement de choses que j'avais envie de mettre dedans que c'était un petit peu compliqué. Mais là, je pense avoir fait un petit travail sympa, assez cohérent. Et donc, je vais lire mes notes plus principalement. Hop, ce sera plus simple. Donc, voilà, ce livre fait prendre conscience qu'au vu des dernières découvertes scientifiques en physique quantique et astrophysique, la spiritualité peut revenir enfin au devant de la scène et toucher du doigt la science. Un peu comme si ce que disaient les grands sages des civilisations de tout pays était enfin corroboré, enfin estampillé par la science. Donc, il a fallu en Occident passer par l'époque des certitudes bien arrêtées du début du XXe siècle pour pouvoir dire maintenant avec enthousiasme qu'on sait enfin qu'on ne sait rien. L'époque matérialiste qui a complètement désenchanté le monde touche à sa fin. Tous ceux qui tentent encore de se raccrocher à une vision atomique du monde sont de vilains rétrogrades. L'obscurantisme serait-il en train de changer de camp? John Stone fait dans ce livre une véritable enquête en amenant seulement des faits scientifiques publiés dans des revues de référence, ce qui nous donne une argumentation irréprochable face aux rabat-joie qui croient encore au hasard et que l'homme ne serait qu'un amas de neurones. Il faut dire que les religions ont amené beaucoup de dégâts parce que ceux qui les représentent font exactement le contraire de ce qui est écrit dans les textes sacrés. Ce qui a amené, évidemment, tout le pan de la spiritualité à reculer face à l'exponentiel du matérialisme et de tous ces rabat-joie, comme je le disais tout à l'heure. Donc, dans ce bouquin, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh ben, on voit l'épopée des nouvelles découvertes depuis 1900. Max Planck, avec le rayonnement d'un corps noir. Einstein, qui montre que la lumière se compose de particules et d'ondes. Heisenberg, avec son principe d'incertitude. On ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule. Une découverte fondamentale aussi qui est l'observateur agit sur l'objet observé. Les neutrons, les photons, les protons, les atomes sont tous des ondes quand on ne les observe pas et ils sont partout. Donc toutes ces découvertes en fait sont un petit peu citées, expliquées, vulgarisées. Comme le principe de la non-localité, qui a été prouvé en 1982, et celui de la non-séparativité. Bon, voilà, et c'est vrai que ce sont des découvertes qui ont bouleversé notre compréhension du monde, mais pour l'instant, on a encore un petit peu de mal à s'en rendre compte, et la communication descend peu à peu, se vulgarise peu à peu. Ah oui, les notions de temps et d'espace aussi, qui ont explosé. Allez, hop, second papier. Notre univers est incroyablement complexe et tout était déjà contenu à l'origine. Il y a des savants qui ont calculé jusqu'à 18 chiffres au-delà de la virgule et qui nous expliquent que si on change quelque chose, eh bien tout peut s'effondrer et les planètes peuvent exploser. Avec des gros ordinateurs, ils ont fait ça. Je sais pas comment ça me dépasse, mais en tout cas, voilà. Maintenant, c'est un petit peu avéré. Donc tous ces réglages subtils sont en eux-mêmes la preuve en fait que
que le hasard ne peut pas être là. C'est à exclure. Voilà. Alors, le principe anthropique, c'est, si nous sommes là, c'est que les conditions étaient réunies à notre apparition. Et on peut même dire, dans un principe anthropique fort, que l'univers a conspiré en notre faveur. Oui, parce qu'en fait, Jean Stone sépare des catégories. Ceux qui sont pour le principe anthropique faible, ceux qui sont pour le principe anthropique fort. Voilà, dans les limites, bien sûr, tous les savants ne sont pas, les scientifiques ne sont pas tous du même avis, et il y a des écoles, etc. Hubert Reeves, lui, parle de principe de complexité. Quelque chose pousse l'univers à se complexifier. Certains scientifiques parlent même de principe de conscience. Donc, si on prend le rasoir d'Occam et qu'on tranche, donc vous connaissez le principe du rasoir d'Occam qui dit que devant plusieurs hypothèses, la plus simple est celle qu'on devrait choisir. Et bien finalement, c'est de penser qu'il y a comme une espèce de programme ou un plan dans l'existence de notre univers. C'est à ce stade-là du bouquin, on peut arriver à cette conclusion. C'est pas une conclusion, c'est une hypothèse. Donc l'hypothèse d'un créateur n'est plus hors de champ de la science. Il y a même des scientifiques chinois qui se sont prêtés à l'exercice d'imaginer que si cet univers était une création, donc, comme cet univers est une création, il existe peut-être, sans doute, une signature inscrite dans les fluctuations du rayonnement de fond cosmologique. Alors, on peut continuer de chercher. Jean Stone va ensuite évoquer aussi le principe thanatropique. Ça, c'est imaginé par Jean-Pierre Petit. Mais oui, il est là aussi. Donc, si cet univers est fait pour que la vie se développe et tout est formidablement bien conçu pour ça, il y a aussi, malgré tout, la capacité d'autodestruction via la main de l'homme. Et là, enfin là, c'est la main de la femme, mais c'est pareil. En fait, avec la bombe atomique. Donc, alors, le Créateur aurait donc permis que nous soyons les auteurs de notre autodestruction. Et j'espère que le libre arbitre ne se résume pas à ça, mais en fin de compte, voilà, c'est quand même intéressant. Jean Stone évoque aussi le paradoxe de Fermi. Celui-là, il m'éclate, quoi. Vous connaissez? Si les extraterrestres existaient, eh ben, ils devraient déjà être là. Et il en donne plusieurs réponses qui peuvent être envisagées. Moi, j'en ai retenu qu'une, celle qui m'arrange. Eh bien, ils sont déjà là. Ils sont peut-être déjà là, devrais-je dire. Mais pour eux, nous sommes comme des animaux dans un zoo. Alors, ils nous observent, ils font quelques expériences, ils nous tendent une banane de temps en temps. Et je vous laisse apprécier. Voilà, c'est une des hypothèses, en tout cas. Ensuite, dans le bouquin, il y a un récapitulatif de ce qui a été écrit sous forme de tableau, tati-tata, c'est très scolaire en fait. De toute façon, ce bouquin, comme souvent les livres de Jean Stone, moi j'en ai déjà lu 3, c'est vraiment... c'est compréhensible et c'est thèse, antithèse, synthèse, c'est un peu scolaire, mais ça a le mérite d'être clair. Donc, il fait son récapitulatif. Et ensuite, nous arrivons à une partie que j'aime bien. C'est le chapitre 4. C'est « Sommes-nous ici par hasard ?» Et là, il va parler des évolutions de l'évolution. C'est-à-dire, donc on va commencer à parler de biologie. Ça m'éclate. Il y a des tas d'exemples de choses surprenantes qui montrent que la vie est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et bon, bien sûr, il va parler beaucoup de... J'étais un peu le chauffage, je commence à avoir chaud. Il va parler beaucoup de Darwin. Alors, il place le débat. L'évolution est un fait. Ok. Mais le darwinisme, en fait, n'est que l'une des explications plausibles de ce fait. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer un fait qu'il n'existe pas.
Donc, selon Darwin, je récapitule, je situe. L'évolution est un couplage dû au hasard et à la sélection naturelle. Et ce serait un processus aveugle sans finalité, résultant de la rencontre entre deux phénomènes aléatoires, les mutations et les modifications de l'environnement. Donc, Stone va diviser les darwiniens en catégories. Donc, à tendance faible, à tendance forte, ceux qui s'en éloignent, ceux qui s'en rapprochent. Donc, il y a dans les darwiniens, il y a les gradualistes, les saltationnistes et les adaptationnistes. Tous partent de l'idée que l'évolution est due au hasard et à la sélection naturelle. Ensuite, il y a les non-darwiniens faibles et les non-darwiniens forts qui se divisent eux aussi en plusieurs écoles. Et ensuite, il y a les néo-lamarckiens. Je rappelle que selon Lamarck, les caractères acquis pourraient être héréditaires et des mutations qui s'opèrent dans l'ADN. Donc, il y a ceux-ci qui pensent... qui parle d'évolution quantique, qui évoque que l'évolution pourrait se faire de façon quantique. Il parle aussi de l'intelligent design, qui se dit être scientifique, mais qui pourtant paraît être, comme il dit, comme une espèce de faux-nez des créationnistes. Mais c'est un peu plus compliqué, complexe que ça, et il en reparle par la suite. Donc, les créationnistes, il en donne une petite définition. Ce sont ceux qui croient en la création séparée des espèces vivantes sans ancêtre commun. Et chez les créationnistes, il y a aussi plusieurs écoles, notamment ceux qui croient en la Terre vieille, qui accorde à la Terre la longévité qu'on lui connaît, et ceux qui se disent de la Terre jeune, qui pensent que la Terre n'a que 10 000 ans. Alors, mais bon, il ne va pas développer parce qu'en fait, il n'a pas trouvé de véritable scientifique du mouvement créationniste. Bon, toute cette partie vraiment avec des exemples. Alors, je voulais en mettre tellement que j'ai épuré, sinon la vidéo elle aurait fait 3 heures. J'ai noté juste 2 trucs. La capacité à muter est différente de la capacité à évoluer. Ça, c'est un truc fondamental. Et il donne quelques exemples, et surtout chez les insectes. On voit bien qu'un cafard, qui a eu la possibilité de muter beaucoup plus qu'un singe, par exemple, parce que sa vie est plus courte, et bien pourtant, depuis 60 millions d'années, il a pas évolué, le cafard. Le cloporte, c'est pareil, en fait. Ce sont des bestioles qui n'ont pas évolué. Donc, en fait, c'est quand même troublant. Alors, un autre fait troublant, le ptérodonte, qui est le chaînon entre le reptile et le mammifère. Eh bien, le ptérodonte possède une mâchoire qui procure au ptérodonte une double faculté, mais qui ne lui sert à rien, mais qui va préparer l'oreille interne du mammifère. Donc ça a été observé. Ce sont des choses, donc avec des exemples, les noms, les machins, les trucs. Hein. Et ça, c'est quand même un argument fort en faveur de ce qu'on appelle le design intelligent, ou en tout cas l'évolution, le sens de l'évolution en termes de direction. D'ailleurs, il y a une loi, c'est fini là, ouais. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Dollo, et celle-là, je l'aime bien, c'est celle qui dit que l'évolution a réellement un sens, et qu'en aucun cas, un mammifère va redevenir un reptile. Il y a même Vincent Fleury qui souligne que le sens de l'évolution est celui qui est physiquement gravé dans le champ d'orientation des cellules. Il y a quelque chose quand même. Là, on touche quelque chose on touche le divin, en fait. On touche le divin, c'est scientifiquement prouvé. Donc, voilà, on en arrive à pouvoir affirmer que le darwinisme ne peut pas disparaître totalement, car il permet d'expliquer de nombreux cas particuliers, mais en tout cas, il est loin de donner une explication globale des mécanismes de l'évolution. Il y a donc place pour une nouvelle théorie.
Mais elle a du mal à se mettre en place parce que les darwiniens s'accrochent tellement sauvagement à leur théorie et font preuve de manipulation comment qu'on peut appeler... ouais, c'est de la manipulation en fait, hein, des techniques de manipulation. Et il y a le chat qui veut rentrer. Et donc là, il explique un petit peu les quelques scientifiques qui font des choses pas très scientifiques en fait, hein, pour faire en sorte. Par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui va essayer d'élaborer une nouvelle théorie, etc., hop, il va tout de suite être catalogué comme créationniste, parce que non. Voilà, c'est la toute-puissance de l'idée de Darwin est encore très très présente. D'ailleurs, Jean Stone a écrit un autre bouquin que j'ai là, Au-delà de Darwin, pour une autre vision de la vie. Là, il développe. Alors là, je vous le conseille aussi, c'est fabuleux. Hein. C'est vraiment tout ce passage qui est fouillé, recherché, etc. Et en fin de compte, pour conclure, il y a vraiment de la place à de nouvelles découvertes. Et sans doute, en fait, Jean Stone évoque l'idée que il y a forcément des lois universelles, comme en physique, mais pour la biologie, que nous n'avons pas encore découvertes, et dont on a l'intuition, en fait. Et donc voilà, sans tomber dans du créationnisme ou des choses trop perchées, on est en droit de penser qu'il y a vraiment un programme, un sens, ce qu'on peut appeler un design en fait, intelligent ou pas intelligent, enfin bon, en tout cas, il y a ce chemin que certains vont appeler Dieu, hein, et ce serait vraiment très intéressant de fouiller sans avoir peur, en fait. Mais là, on touche vraiment à quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je vous conseille ces deux bouquins qui sont, ma foi, très intéressants. Surtout pour des gens qui sont comme moi un petit peu dans les étoiles et qu'on n'écoute jamais, hein, vu que je suis blonde, voilà. Du coup, je dis que des conneries, forcément. Mais là, voilà, je peux me permettre de discuter et de pouvoir faire référence à des choses scientifiques. À bientôt.